Nous avons eu récemment le plaisir de proposer des cours PixInsight avancés en partenariat avec la chaîne YouTube AstroPixAAA, cours que vous pouvez retrouver sur notre propre chaîne. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'interviewer celui qui a dispensé ces cours, Mathieu Tequi, l'un des maîtres français du logiciel de traitement astrophoto PixInsight. Et forcément, nous attaquons l'interview sur cette thématique. Comment en es-tu arrivé à devenir à ce point passionné par PixInsight, qui est quand même pas un logiciel simple? Ouais, initialement, j'ai pas commencé par PixInsight, hein. J'ai commencé par DSS, Deep Sky Staker, et c'est vraiment donc. Mais je fais partie d'une association aussi d'astronomie à Mailly-le-Château, où là, mes collègues sont top, et surtout certains qui sont beaucoup plus initiés, on va dire, à l'informatique que moi à la base. Et puis ils me parlaient tous de Pix. Alors par rapport à PixInsight, je me suis dit bon bah pourquoi pas. Je prends le logiciel Pix et une fois que je le prends, je le trouve dégueulasse. Et vraiment, je le trouve affreux parce que faut reconnaître que c'est un logiciel fait pour des informaticiens que je ne suis pas du tout. Donc ça, si ça peut rassurer certains, moi je ne le suis pas du tout. Et je le trouve pas du tout convivial comme logiciel. Je reste sur DSS et j'ai Pix de télécharger depuis 1 an. Je n'y ai pas touché. Et puis à un moment donné, mes images commencent à être, on va dire, mes acquisitions, pardon, commencent à être de meilleure qualité. Et du coup, il y a mon collègue qui me dit, mais passe par Pix. Et alors, à chaque fois, je lui filais mes bruts. Et il me faisait un traitement dessus avec Pix. Et là, la différence avec DSS déjà en sortie, et puis surtout d'autres logiciels que je ne maîtrisais pas, ça n'avait rien à voir. Et c'est là où, du coup, je me suis dit, allez, mets-toi à fond dans Pix, va regarder. J'ai acheté des bouquins en anglais, j'ai acheté Master Pix Insight. Oui, tu as Et Inside Pix PixInsight aussi Insight de Warren Inside. Keller. Ouais. Voilà, et puis Pix Insight Inside, volume 1 et 2. Et, euh, et donc, j'ai acheté ces bouquins-là, on va dire. Et puis, j'ai commencé à regarder. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai fait beaucoup d'essais-erreurs. Je fonctionne beaucoup comme ça, ne serait-ce que pour comprendre. Ce qui fait que du coup, dès que j'avais une merde avec un process et que ça n'allait pas, et ben derrière, si ça arrivait de nouveau, je savais où était le problème. Et c'était ça, en fait, le gros avantage pour moi, c'est que j'ai fait quasiment tous les process, voir pourquoi, ce que ça donnait. Certains, évidemment, je m'en sers pas du tout. Je sais même pas, j'ai envie de dire, même à quoi ils servent. Mais il y en a d'autres, après, oui, j'ai compris un petit peu leur mode de fonctionnement. Et c'est surtout que c'est un logiciel qui est d'une puissance incroyable. Alors à la base, je ne suis pas mathématicien, mais j'adore les maths. Et la grande force de ce logiciel, c'est Pixelmath. Alors, euh, on va dire paradoxalement, je n'ai pas fait encore de vidéo sur Pixelmath, alors que c'est un truc, on se demandait d'ailleurs avec un autre Astram que beaucoup connaissent qui s'appelle Baptiste Zlock, si on ne pouvait pas faire un traitement entier uniquement en passant par des pixels mat. Et c'est quasiment possible, je pense. Pourquoi PixInsight par rapport à d'autres logiciels, même d'autres logiciels émergents aujourd'hui? Parce que PixelMath est là, et pour moi, c'est la grande, grande force de PixInsight par rapport aux autres logiciels en ce moment. Tu parlais des vidéos. Tu as fait des vidéos sur une chaîne qui s'appelle AstroPixAAA. Pourquoi as-tu fait des vidéos? De temps en temps, en fait, on postait des aides sur ce groupe. Et puis après, on s'est dit, allez, on va essayer. Alors là, on était peut-être un petit peu trop, comment je peux dire, ambitieux. C'est que au niveau des... On s'est dit, on va mettre une astuce par jour. Donc en gros, ah oui, oui, oui. On s'est dit, tiens, une astuce par jour. Et puis au final, non, ça a l'air d'être un peu compliqué de faire ça tous les jours, évidemment. Donc, au début, ça a été assez prolifique parce qu'il y avait pas mal de demandes et puis pas mal de choses à remettre qu'on avait déjà dit en fait par écrit. Et puis après, finalement, on a commencé à faire les vidéos sur différents thèmes. On demandait à certaines personnes quel thème elles voulaient qu'on aborde. Alors, il faut savoir que tout ne vient pas de nous directement. On vient piocher aussi sur ce qu'on trouve sur Internet aussi ailleurs. Et par rapport à ça, on essaie de les retransposer, alors déjà en français,
parce que certains ne sont pas forcément à l'aise avec l'anglais, parce qu'il y en a d'autres qui font des super tutos, des super vidéos déjà aussi là-dessus. Ou sinon, on venait retranscrire en vidéo ce que certaines personnes mettaient sur des sites ou sur des forums. Donc là, je reviens sur les interviews que tu avais fait sur Jean-Baptiste et son site Photon Millennium, par exemple, qui est une mine d'or. Et de temps en temps, on allait chercher sur ce site, par exemple, des informations qu'on trouvait vraiment très judicieuses et qu'on retranscrivait en vidéo. Parce que certaines personnes, parfois, n'étaient pas forcément à l'aise pour comprendre, on va dire, les tenants et aboutissants de ce qu'il disait, que ce soit en français, en anglais, enfin, peu importe. Et la deuxième raison aussi pour ça, et que j'ai beaucoup aimé, c'est que en faisant ces vidéos, indirectement, moi, ça me permettait aussi d'approfondir mes connaissances sur le logiciel pour pouvoir faire comprendre aux gens certains process. Et du coup, moi, je sais que ça m'a fait progresser parce que je suis allé chercher aussi d'autres informations, justement, sur des sites ou en faisant des essais-erreurs sur le logiciel, beaucoup d'essais-erreurs d'ailleurs, beaucoup plus d'erreurs que d'essais. Et ça m'a permis aussi de progresser là-dedans. Une autre question par rapport à ça, justement dans la continuité, est-ce que tu as des gens que tu prends ou que tu considères être des exemples en termes de traitement dont justement tu regardes les traitements en te disant, bon sang, ça c'est réussi, c'est vraiment bien, ou dont les méthodes t'apprennent ou t'ont appris particulièrement des choses? Il y en a énormément. Alors, je vais commencer par le premier, qui est celui en fait qui m'a initié et on va dire donné le virus de cette passion de l'astronomie et surtout de l'astrophotographie. C'est Stéphane Monchot. Alors, personne ne le connaît parce qu'il est hyper discret. C'est le Wikipédia de l'astronomie. J'ai bien dit de l'astronomie parce que tu lui poses une question sur n'importe quoi, il a la réponse. À lui, je lui rends hommage et par rapport en tout cas, et donc il fait partie de mon association. Il aide tous les gens du club et avec la même passion, le même dévouement, c'est super. Après, en termes de traitement d'image, oui, évidemment, il y en a énormément. Déjà, il y a on va dire quasiment tous les potes d'astropotes, à savoir, il y a Mathieu Guinaud, qui a des traitements très très justes. Jean-Baptiste Auroux, évidemment, qui reste une référence. Pourquoi je dis ça parce que on a remarqué quand même tous qu'il y avait quand même une grosse différence entre les traitements, on va dire entre guillemets, à la française et les traitements parfois d'autres pays. On va parler italien, américain, qui sont quand même un petit peu plus saturés, un petit peu plus péchus. Voilà, ils ont tendance à avoir les curseurs un peu lourds. Et alors, je ne vais pas du tout les blâmer parce que moi-même, j'ai eu tendance, je pense moins maintenant, à avoir les curseurs aussi un peu forts. On peut rajouter des Adam Bloch, des Warren Keller, justement, qui a fait les bouquins, Aziz, Ouve, alors on dit Ouve, je crois, Camille, oui. Qui a fait aussi un travail génial sur Photoshop, Valentin Coas. Alors, la seule chose, Valentin, qui lui manque, où il n'a pas de bol, c'est son ciel parisien. Mais sinon, ça serait un tueur, c'est clair. Quand on voit ce qu'il arrive à sortir avec un ciel parisien, bon voilà, il n'y a rien à dire. Donc, c'est pour ça que voilà, c'est le genre de personne où c'est marrant parce qu'ils vont dire, je t'ai pris certains trucs, et puis moi, je leur prends du coup d'autres trucs derrière. Donc, c'est vraiment un échange. À quel moment as-tu, toi, commencé à te prendre de passion pour l'astronomie d'une manière générale, avant même l'astrophotographie, à moins que tu aies commencé par les deux d'ailleurs? J'ai commencé par l'astronomie et alors, au risque de déplaire à certains, moi j'ai fait l'inverse de ce qu'il faut faire. Complètement l'inverse. C'est-à-dire que je suis plutôt du genre tête brûlée et dis-moi ce qu'il ne faut pas faire, je vais essayer pour te montrer qu'on peut le faire. Et j'y arrivais pas. Donc j'ai bien compris qu'il fallait quand même passer par le début. Mais au moins, ça m'a permis aussi d'apprendre. J'ai commencé en 2016 par l'achat d'un télescope sans passer par une assos.
Et je pense que là, par contre, j'ai eu une chance plutôt incroyable de choisir, on va dire, un télescope qui me convenait. Et je vais reprendre l'adage qu'on dit souvent, nous, dans notre club d'astronomie, c'est que il n'y a pas de meilleur instrument. Le meilleur instrument, c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Je trouve cet adage génial parce que c'est tout à fait ça. Et même si moi, donc, c'était pas forcément le meilleur instrument, bah, c'est celui avec lequel j'ai pris énormément de plaisir, Et tu as commencé avec quoi alors? qui était donc un Schmidt-Cassegrain Ouais. CPC 925. Ouf. Donc, TPC, ce qui veut dire donc déjà la monture costaud, azimutale. Je commence à la poser parce que pour moi, l'astronomie au début, on pouvait faire que des planètes. Donc, quitte à faire des planètes, autant avoir une longue focale. Voilà déjà à la base mon idée. Et donc, j'ai montré des photos bien pourries de planètes que j'avais commencé à faire. Et là, donc, bah, il y a les gars, les copains de l'astronomie de mon club qui m'ont dit ah bah tiens, il y a ceci, il y a cela. Jusqu'au jour où j'ai assisté à une session d'astrophotographie bah, avec eux. Et là, quand j'ai vu ce qu'il y avait au-dessus de la tête, c'est là où j'ai mesuré un petit peu le pouvoir de l'astrophotographie. Et directement, en fait, j'ai voulu aller là-dedans parce que, bon, déjà, je trouve ça génial, euh, comment je peux dire, de pouvoir photographier le passé, le temps que la lumière mette à nous arriver. Deuxièmement, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de choses au-dessus de notre tête, vraiment. J'étais plutôt novice, même si l'astronomie, bah, évidemment, je pense que ça fascine tout le monde dès le plus jeune âge. Je m'étais vraiment pas imaginé qu'il y avait tout ça au-dessus de notre tête. Et puis, bah, c'est surtout que pouvoir immortaliser certains moments qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est pouvoir photographier des choses grâce au matériel actuel qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc ça, je Ouais. trouve ça génial. Et tu as un moment zéro par rapport à l'astronomie, un truc dont tu te rappelles, un événement, soit dans ton enfance ou adolescence ou en tant qu'adulte. Pourquoi pourquoi t'as acheté ce télescope? Pourquoi j'ai acheté ce télescope? Eh ben, on était en vacances sur Annecy en 2016, là. Alors, c'est pas le moment zéro. Ça, c'est ça qui m'a fait comprendre que on avait un super ciel, en fait. On était montagne, hauteur, etc. Et, euh, et là, je me suis dit, ah, dis donc, on serait quand même pas mal à regarder avec un télescope là-dessus. Derrière, je suis allé sur un petit site de vente de matériel de case. Et puis, il y en avait dans les environs. Et ben, on est allé voir le matos directement. Et j'en ai vu deux. J'en ai vu que deux d'ailleurs. Mais c'était tous les deux. Il y avait un Dobson et puis donc le Schmidt-Cassegrain qui appartenait à un professeur d'astronomie. Et il a eu une réponse qui m'a plutôt bien plu parce que je lui ai dit, ben, je comprends pas. Il revend son matériel alors qu'il vient de l'acheter. Donc soit le matériel est nul, soit ça va pas. Et en fait, le prof, il m'a dit un truc tout simple, c'est par rapport à où il habitait, il y avait trop de pollution lumineuse, donc il fallait qu'il prenne le camping-car pour aller à droite à gauche observer. Et en fait, le CPC 9 ne rentrait pas dans le camping-car, alors il a pris la même chose, mais en 8. Et il regrettait en fait de vendre son 9 parce qu'il ne rentrait pas dans le camping-car. Et, euh, C'est et étonnant c'est comme là où histoire. Ouais, ouais. Et du coup, c'est pour ça que bah, c'est pas une question de qualité de matériel, c'est ça qui m'importait. C'était vraiment une question pour lui de pratique. Et en fait, oui, quand tu dis tête brûlée, oui, t'y vas en la version YOLO, quoi. You only Ah live bah, once. pour savoir si c'est bien, à l'époque, j'étais même pas encore dans une association d'astronomie, hein. Rien. T'as Je me jamais suis dit, touché un télescope. jamais, jamais, ni une lunette, ni rien. Je savais même pas comment ça fonctionnait. Rien. 2016, hein. Et 2 ou 3 semaines après, parce qu'évidemment, il tenait pas dans la voiture, je faisais l'aller-retour pour aller le chercher. Voilà, ça m'a pris comme ça. Alors, commencer avec un Schmidt-Cassegrain, autant dire que certains mots comme collimation, de quoi tu me parles, voilà, je ne connaissais rien, Donc, absolument rien. tu as fait ta culture à rebours, en fait. Tu as pris le matériel et à partir de là, tu as appris.
Et ben, une fois que j'avais ce matériel, c'est là où j'ai dit, là, mon petit gars, il te faut de l'aide. Soit forum, pas pratique, difficilement compréhensible au début, soit association. Je rentre, je regarde les associations dans le coin, et en fait, je suis quasiment allé chercher le télescope en même temps que j'ai adhéré à l'association. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, bah, c'est là où j'ai vu la grosse erreur que j'avais faite, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que je suis hyper content de cet achat au final. Et d'ailleurs, je l'ai toujours. Et c'est là où je vois les gars qui commencent à me dire, alors, avant d'acheter du matériel, surtout, il faut nous demander, parce qu'en fonction de ce que tu veux faire, on va t'orienter vers tel ou tel matériel. Alors, chose que je conseille aujourd'hui. Attention, parce que, bon. Est ce que je Et, dis, ne faites surtout pas ce que j'ai fait. mais surtout pas, parce que je pense que j'ai eu une chance incroyable dans le sens où mon matériel a été évolutif. Et donc, quand j'ai pu y adjoindre une table équatoriale, un réducteur de focale pour avoir plus de champ et puis aussi plus de lumière, bah, surtout l'Hyperstar qui, pour moi, ça a été la révélation en termes d'astrophotographie. C'est grâce à ce matériel-là, en fait, sur le télescope initial que j'avais acheté. Donc ça, c'est vraiment une chance d'avoir pris ce modèle-là qui soit compatible avec tous ces instruments qui m'a donné derrière le virus. Donc en fait, j'ai regardé et quand j'ai vu que certains disaient bah, les photos de fête avec l'Hyperstar, ça va pas du tout, tu vas voir, c'est trop compliqué à mettre en œuvre, bah, pareil, j'ai continué dans mon optique, et ben moi, je vais y arriver. Voilà. Et tu n'avais Et jamais regardé dans un télescope en étant enfant ou avant, tu n'avais pas une passion du cosmos particulière? jumelles, Jumelles. point. Que des jumelles. Donc la Lune, Ouais. qui me fascinait et qui me fascine toujours, hein, je vais dire franchement. Mais à part des jumelles, je n'avais jamais regardé ni dans une lunette, ni dans un télescope. C'est Passion incroyable. de passion de l'espace, oui, à travers des films, à travers des séries, mais non, pas plus que ça. À regarder les étoiles, point. Pour moi, C'est on voyait étoile.net, ça s'arrêtait là. Donc, en fait, Donc, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'en fait, c'était quelque chose qui était latent et qui a attendu, je sais pas quel âge tu avais en 2016, pour d'un coup exploser, en fait. eh ben, j'avais 36 ans Ouais. et ça a explosé. Mais quand je te dis exploser, c'est ah oui, oui, il y a eu un gros boom parce qu'il n'y a pas une journée sans astro. Je sais qu'il y a des études, il y a des études amusantes qui n'ont rien à voir sur le principe et qui sont pas si éloignées, en fait. Il y a des études qui sont faites pour savoir combien de fois par jour un homme pense au sexe, consciemment ou inconsciemment. Ouais. Et par contre, je pense que ça mériterait d'être refait avec les astrophotographes pour savoir combien de temps par jour, combien de fois par jour ils pensent à l'astrophoto. Parce que c'est vite obsessionnel, ce truc, quand même, hein. Alors ça l'est complètement. Ça l'est complètement. Et ah oui, oui, depuis 2016, depuis 2016, il n'y a pas une journée sans que effectivement, soit j'y pense, bon ça, oui, mais en tout cas, en général, oui, j'y passe un petit peu de temps. Est-ce que tu fais encore de l'observation ou c'est maintenant photo, photo? Alors non, j'ai commencé par de l'observation. Le visuel a eu déjà beaucoup, une grande part, on va dire, là-dedans. Et, bah, le choc de Saturne, Mars, en tout cas des planètes, quand on le voit dans son télescope en plus, ça c'est absolument phénoménal. Et, euh, et ce fameux effet waouh qu'on a quand on voit Saturne notamment et ses anneaux, je l'ai quasiment encore. Je me souviens donc, après avoir réglé un minimum le télescope, je rentre ici, donc d'une session sur Mail-Château où on était allé. Je fais les 30 km, j'arrive ici, je remets le télescope dehors et puis je vais réveiller ma femme, hein. Et regarde ce qui se passe, regarde, j'ai Saturne, je vais réveiller les gamines, j'ai Saturne, etc. Et l'effet Ah, waouh a été partagé? ah bah complètement, complètement. C'est à 3 heures du matin, j'allais les réveiller. Ça y est, j'ai Mars qui est là, faut venir voir. Et puis la photographie, bah, le problème de la photographie, c'est qu'il faut quand même s'équiper un minimum, que ça coûte relativement cher. J'ai commencé d'abord par une petite caméra pour faire du planétaire, du coup.
Donc ça, en mode azimutal, c'est largement faisable. Et une fois que j'ai fait j'avais une Innova, je ne sais pas si tu vois ce Ouais. que c'est, enfin, les premières petites caméras refroidies. Et puis après, je suis vite passé en ZWO sur les conseils donc d'Astram. Et donc la petite 224 AMC pour pouvoir faire du planétaire. Et c'est après où bah, on a soif en fait. Et, euh, et le matériel évolue. Et puis, bon, bah allez, un peu de ciel profond. Et là, révélation aussi sur la photo du ciel profond. Tu tombes Bah, complètement dedans. Ouais. complètement. Et puis le ciel profond, par rapport au planétaire, pour moi, on peut en faire quasiment sur toute l'année. Alors que le planétaire, c'est quand même plus propice à certains moments, certaines saisons. Donc du coup, non, non, le ciel profond, c'est vraiment quelque chose pour moi Je trouve ça génial. Je trouve Est-ce que, ça génial. est-ce que tu considères que la pratique de l'astrophoto et de l'astronomie, c'est quelque chose qui t'a changé ou t'a fait évoluer sur des aspects de ta personnalité, sur ta vision du monde peut-être, ou pas du tout? Alors, si, si, si. Sur ma personnalité, je ne sais pas. Pas beaucoup, je pense. Par contre, sur ma vision du monde, oui. C'est très, très simple, hein. On est tout petit. Et quand je dis qu'on est tout petit, c'est on est rien, en fait. On n'est même pas à l'échelle du micron, même pas, on n'est rien du tout. Et là-dessus, par contre, oui, faudrait arrêter de se prendre la tête pour certaines choses parce que bah, devant cette immensité, en fait, on s'aperçoit que Beaucoup de nos problèmes paraissent très ah, véniels par rapport à notre place dans voilà, l'univers. Ouais. de par mon boulot, j'avais déjà quelques exemples. De par l'astro, c'est pire. C'est-à-dire que, enfin, on n'est que de passage. Donc, il faut en profiter aujourd'hui. Parce que même encore aujourd'hui, il y a un objet que tu rêves de photographier dans le ciel Alors, profond. dans le ciel profond, oui, il y a beaucoup d'objets que je rêve de photographier. Euh, mais initialement, en fait, il n'y avait pas d'objet spécifique parce que, bah, en faisant plusieurs recherches pour savoir ce que je pouvais avoir bah, par rapport à mon champ, parce que après, on va dire, quand j'étais un peu plus expérimenté, je préparais ma session d'astronomie, d'astrophotographie, alors que parfois, j'arrivais sur le terrain, alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Donc ça, c'est complètement utopique de faire ça aujourd'hui pour moi. Donc en mai, j'ai commencé. En décembre, j'étais sur Orion, par exemple, et la nébuleuse d'Orion et la tête de cheval, c'était vraiment pour moi les deux cibles phares de l'astronomie. Et tout astronome ou astrophotographe amateur, fallait qu'il fasse ces clichés-là. Et bizarrement, eh ben, ils sont très difficiles à faire. Très, très difficiles. Notamment la tête de cheval par rapport au gros halo d'Alnitak qui vient pulvériser la photo. Et puis Orion, il y a aussi de beaux halos sur la petite étoile à côté de la nébule de M42, mais notamment bah, sur le cœur qu'il faut décramer par rapport au reste. Donc, il y a... ces deux photos-là, pour moi, ça me tenait à cœur de les faire. Et je crois que chaque année, je vais rajouter des pauses. Je C'est comprends ça. c'est le genre de photo où chaque année, je vais lui en remettre. Et voilà, on va en reparler d'ici 10, 20 ans. Et puis, je vais tout cumuler. Quand on D'accord. aura des super ordinateurs qui vont exploser. Euh, En termes de cible, sinon, oui, il y en a une que je rêve de faire, là, au fur et à mesure de mes connaissances, et qui, du coup, parce qu'elle n'est pas dans notre hémisphère. Voilà, elle est dans l'hémisphère sud, et j'aimerais beaucoup faire la nébuleuse du dragon, enfin, les deux mains comme ça qui viennent Ouais. se former comme ça. Celle-là, je la trouve juste extraordinaire. Voilà. C'est un point qui est pour moi très important. C'est central pour toi le partage dans l'astrophoto, aussi bien pour acquérir que pour montrer à des gens qui ne sont pas astrophotographes ou astronomes ce qu'il y a au-dessus de nos têtes, ou Ah autour de oui, nous plutôt, parce que c'est pas vraiment au-dessus, hein, c'est partout autour. ah oui, oui, bah, le partage, là, il a plusieurs vocations. Un, le partage des images pour faire découvrir ce qu'on a autour. Donc ça, c'est déjà super important. Ça permet aussi de sensibiliser les gens, notamment bah, à certains aspects écologiques. Et puis aussi le partage des connaissances après, une fois qu'on a commencé à faire des photos. Si quelqu'un, moi, me demande comment j'ai fait pour faire telle ou telle photo, bah oui, je vais partager mon savoir sans problème. Après, ça se fait pas du jour au lendemain, malheureusement. Et
comme je dis souvent aussi aux gens, parfois, c'est pas qu'on ne veut pas délivrer nos process ou nos process icônes et puis donner, enfin, on va dire, on peut pas dire appuie sur ce bouton, ça va faire ça. Parce qu'en fonction du matériel, en fonction du temps d'acquisition, en fonction de tout ça, on va dire chaque traitement va être différent. Donc, c'est pas qu'on ne veut pas partager, c'est qu'on ne peut pas. On va donner les clés, mais maintenant, c'est vraiment à la personne de façonner à sa manière pour que ça fonctionne chez lui. Et tu prends Donc, c'est plaisir à pas... transmettre justement ton savoir. Est-ce que c'est quelque chose Oui. qui t'amène Enfin, moi, je sais que ça m'a amené un vrai bonheur à chaque fois que j'ai pu aider quelqu'un. Est-ce que c'est pareil pour toi? Ah bah oui, ça amène énormément de plaisir. Alors à ceux qui ne connaissent rien du tout et qui ne font pas d'astrophotographie, parce que on transmet aussi à des personnes qui ne sont même pas novices, qui sont complètement euh, Étranger. juste, juste étrangers, voilà, à l'astrophotographie et qui ne savent pas du tout ce qu'on a au-dessus de notre tête. Donc là déjà, quand on transmet ça à ces personnes-là, ils trouvent ça super. Et après, bah, quand on transmet aussi aux personnes qui connaissent, oui, on y prend forcément beaucoup de plaisir. Quand on voit le résultat avant d'une photo qu'ils ont faite, ils reprennent le traitement et puis ils te montrent le résultat après. Tu l'as vu aussi, toi, par l'intermédiaire de l'aide que tu as fait. Ça, c'est génial. Et c'est pour ça que le fameux petit pouce en l'air que tu mets une photo, comment, comme je dis souvent, tu as des pouces où c'est j'aime pour la photo, mais tu as des pouces d'encouragement, on va dire. Parce que le mec vient de s'y mettre. Est-ce que je faisais la même chose au moment où j'ai commencé l'astrophotographie? Si personne m'avait mis de petits pouces d'encouragement, bah, j'aurais peut-être abandonné aussi. Donc, moi, j'aime bien ce côté transmettre de manière constructive avec l'encouragement qui va derrière. Voilà, ça, je trouve ça hyper important parce que c'est compliqué quand même. Tu sors pas la photo du siècle tout de suite, hein. Il faut aussi faire comprendre à tous ceux qui démarrent que les grands moments de solitude n'épargnent pas ceux qui en font depuis un bon moment aussi. Oui. Et qu'on en a encore maintenant. Est-ce que tu as un souvenir de galère horrible qui te fait plutôt marrer aujourd'hui, mais où tu pars pour une session, ou alors je te soupçonne d'être peut-être trop organisé pour que ça t'arrive, mais est-ce que tu as un Alors, souvenir de galère horrible où rien ne fonctionne, ça veut pas, ou alors c'est une bêtise absolue? la plus grosse galère, c'était chez moi. Je sors le matériel, rien ne fonctionne correctement. J'ai des mises à jour de programme, tout se lance, le temps que ça se fasse, parce que bah, il y a les joies d'habiter en campagne, c'est-à-dire que beau ciel, mais petite connexion Internet. Donc déjà, le temps que ça télécharge, ça met un temps infini. Il faisait froid en plus. Enfin bref, il n'y a rien qui fonctionne correctement. Le temps que je fasse la mise au point sur le matériel, tout ça, etc., c'était l'horreur. Bon, après, j'ai quand même réussi à tout solutionner, mais au bout de 2, 3 heures, on va dire. Et une fois qu'on arrive au bout de 2, 3 heures que tout est solutionné, bah là, voilà, tu viens de douter, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Alors, le problème, et c'est là où c'est terrible, c'est que j'ai mis 1 heure, tu m'entends bien, hein, 1 heure à trouver ce qui n'allait pas, parce que j'avais tellement la tête dans le guidon et sur mon écran. Et alors ça, je vais me faire, enfin, c'est honte à moi parce que j'ai pas regardé le ciel. Et là, je comprends pas, plus d'étoiles guides. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais je fais des photos, il n'y a rien, je comprends pas. Et jusqu'au moment où j'ai levé la tête et que j'ai vu les nuages. Donc ça, grand moment de solitude parce que tout était réglé. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à tout ranger. C'est un Et classique, ça. il faut pas oublier qu'à l'époque, c'était donc le CPC avec la table équatoriale. Et bah, en gros, je rentrais et je sortais tout installé, hein. Donc, j'y allais comme un bourrin. Je, je sortais donc les quasiment 50 kilos de matos, je le prenais sous les bras et je le rentrais. Tu disais que tu t'étais intéressé à l'espace à travers des films et des séries. Est-ce que tu Ouais. as justement des films ou des séries qui t'ont marqué, même anciennes, sur justement dans la SF, sur l'espace, enfin, voilà. Quels sont tes films préférés ou tes séries préférées Alors, aussi? je te cache pas que par rapport à cette question, j'avais révisé. Mais non, oui, il y a bah, dans mon ouais, il y a Interstellar vraiment que j'aime beaucoup, qui est un film récent quand même. Mais du coup, j'ai pensé à tiens, qu'est-ce qui m'a fait aussi aimer ça là-haut? Et alors,
c'est une série que je regardais, qui n'est pas forcément lieu à l'espace, mais qui m'a toujours subjugué et qui s'appelait V. Alors, je ne sais pas si tu te souviens de V. Oh là là, mon Dieu. C'est la série en fait que j'ai regardée et je pense avoir tout vu, du début à la fin, pour savoir est-ce qu'on allait réussir à faire partir ces petits lézards. Si tu avais des conseils, toi, à donner à quelqu'un qui démarre, tu lui dirais quoi? Quelqu'un vient te voir, il dit, voilà, je veux faire de l'astrophoto. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Ça dépend aussi de sa nature. Soit il est comme moi et à ce moment-là, euh, il fait pas du tout enfin, s'il veut faire ce que j'ai fait, à savoir prendre son télescope et puis après optimiser son matériel, ça risque d'être compliqué quand même. C'est vrai que s'il y a possibilité d'avoir une association à côté, c'est quand même sympa. C'est tellement vaste l'astronomie en termes comment je peux dire, de, il y a énormément d'items si on veut dans l'astronomie. Et c'est ça qu'on a la chance, nous, d'avoir dans la sauce. C'est qu'on a notre Jean-Claude qui est spécialisé dans le solaire, qui est hyper fort là-dedans. On en a d'autres qui sont donc très forts en astrophotographie. On en a d'autres qui font que de l'observation visuelle. Et donc déjà, le fait d'adhérer à une association peut permettre de savoir vers quoi on veut s'orienter plus spécifiquement. Donc ça peut être quand même un conseil de base à dire aux gens, c'est qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous voulez faire à travers l'astronomie. Ça peut être dans la recherche. On en a un de chez nous aussi qui fait pas mal de recherches d'exoplanètes. Voilà, c'est ce genre de petites choses. Donc, c'est tellement vaste qu'il faut déjà cibler la demande. Aller sur les forums, s'inscrire sur des forums, ne pas s'acheter son matériel tout de suite, parce que en fonction de ce qu'on veut faire, évidemment, il va falloir l'adapter. Moi, je pense donc que j'ai eu un gros coup de bol en ayant eu ce matériel-là. C'est pas mal de patience, de rigueur aussi, parce que il y a pas trop de place au hasard. Effectivement, certains postes sont plus importants que d'autres, mais il faut quand même être rigoureux au niveau de la chaîne d'acquisition, du début jusqu'à la fin, pour pouvoir derrière sortir une belle image ou ne serait-ce qu'en visuel, un télescope complètement décollimaté derrière, malheureusement, ce ne sera pas génial non plus en visuel. Donc voilà, se renseigner avant de ce qu'on veut faire, adhérer à une assos, et puis derrière, normalement, tout devrait rouler. Hein. Ça évolue très vite en ce moment, le matos. Très, très, Ouais, très vite. ouais. Il y a vraiment des révolutions, sans vouloir leur faire de la pub, des gens comme ZWO avec Lazier ont révolutionné le truc en termes d'accessibilité, le Ah côté bah, plug and play. Enfin, c'est vraiment ce qu'on appellera un game changer par rapport à la pratique de l'astro. ouais. Comment tu vois, toi, l'astrophoto dans 5 ou 10 ans à ce rythme-là? Ou est-ce que tu as des fantasmes ou des envies, ou est-ce que tu as même des idées qui te semblent assez précises? Déjà, au niveau de la sensibilité des capteurs, pour moi, il est clair que dans plusieurs années, le temps d'acquisition sera divisé par deux, par trois par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est certain. Enfin, c'est certain. Ça me paraît largement possible, vu à la vitesse à laquelle ça évolue en ce moment. Il y a la résolution aussi, il y a la fixation de la turbulence. Si un jour on arrive à fixer un petit peu plus la turbulence, ce sera génial. Et c'est pour ça qu'en fait, la sensibilité des caméras étant de plus en plus importante, on va arriver à avoir des temps de pause beaucoup plus courts. Euh, pour moi, plus tard, euh, alors il y en a déjà qui le font, mais on pourra faire du ciel profond ténu en Lucky Imaging. Voilà. Je pense qu'on arrivera là plus tard. C'est-à-dire que fixation de la turbulence avec des pauses de quelques millisecondes, mais sensibilité suffisamment importante pour avoir derrière quand même l'objet qui apparaît, même pour les extensions ténues. Par exemple, il n'y aura plus besoin de HDR si tu veux. On aura tout. Est-ce que les télescopes comme Unistellar, Evoscope ou ce genre de choses ont de l'avenir? Aujourd'hui, ça paraît pas du tout plausible. Je ne vais pas cracher sur ceux qui l'ont. Évidemment, ils ne pourront pas faire la même chose que les astrophotographes aujourd'hui. Mais voilà, la réalité virtuelle, réalité augmentée, peut-être que ça aussi, ça fera un bond en avant.
et puis l'intelligence artificielle, qui commence déjà au sein des traitements à venir nous aider, et qui plus tard, pour moi, sera de plus en plus présente, et pourquoi pas au niveau de l'acquisition. On peut rêver de ça, enfin rêver. On peut penser que ça aura une place aussi là-dedans. Ce qui frappe quand on discute avec Mathieu, c'est l'intensité permanente qui accompagne son approche de l'astrophotographie. Ceux qui ont bénéficié et bénéficieront encore de ses conseils avisés seront les derniers à s'en plaindre. Et en guise de remerciement, voici une sélection de ces images avec le générique de la série V en fond sonore. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Astrofleet.